Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle review sur la chaîne de Clutch Time. Je vais dire bonjour à mon acolyte de toujours. Salut Simon. Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Aujourd'hui on a un bon petit programme, des Français sur lesquels on va parler, plutôt connus nos Français, donc j'ai hâte d'en discuter avec toi. Et je crois qu'on va commencer avec ta petite chronique du jour. Simon, tu nous parles de quoi ? Exactement. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un des Français les plus installés en NBA, le capitaine de l'équipe de France. On ne le présente plus, Nicolas Batum, Batman. Alors, il a eu une saison un peu tronquée, un peu difficile, puisqu'il a sur 20 matchs à peu près, il a loupé la moitié. Néanmoins, il est revenu depuis plusieurs matchs, et franchement, c'est pas ça. Pourtant, il a les minutes, il a fait plus de 20 minutes par match, mais malheureusement, cette année, c'est 3,6 points par match, 4,4 rebonds, 3,2 assists et il est à 37,8% au shoot. Alors le pourcentage au shoot est pas trop mal, mais 3 points de moyenne pour Nicolas Batum. En plus, on en a parlé en preview. Pour moi, c'était son année. C'était l'année où il devait exploser, où il devait montrer à la ligue son talent, où il devait emmener les jeunes. En plus, les Hornets qui cette saison fonctionnent pas trop mal, ils s'en sortent bien. C'est une bonne surprise. Mais malheureusement, il n'est pas impliqué, il n'est pas dedans, il n'apporte pas, il a vraiment des stats familiques, et on voit par rapport à en carrière, il a 11 points, il est à 5 rebonds, quasiment 4 passes, et il est en dessous de ses stats en carrière, il est en dessous sur tous les compartiments, et vraiment, c'est vraiment une déception pour moi cette saison. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'était normalement la saison du renouveau pour lui. Blessure dès le début et puis un retour catastrophique, faut le dire, hein, c'est cata. Hein. Il a moins joué sur les derniers matchs, il s'est reblessé en plus. Saison à oublier, je sais pas. Il a encore une saison avec son gros contrat en player option. Il va sûrement la prendre, hein, parce qu'on lui proposera jamais plus de 20 millions maintenant. Donc exactement. À voir. Après, on en parlait un peu hors caméra. C'est vrai que bon, il s'est à nouveau reblessé là récemment. Il s'est reblessé au même doigt. Donc, on discutait un peu de savoir si ses mauvaises performances étaient liées à un mauvais retour. Mais c'est vrai que en général, les ligues en NBA prennent peu de risques, prennent pas de risques. Et s'il est revenu, c'est qu'il était apte à jouer et qu'il n'y avait aucun souci avec son doigt. Donc, je pense pas que ça vienne de là. Il se reblesse dans le même secteur, donc on verra s'il revient, et on espère qu'il reviendra avec un peu plus de responsabilité et un peu plus d'envie. Je sais pas si c'est un problème d'envie, on verra ça. Et ben écoute, on va passer au débat du jour. Un débat autour d'un grand monsieur par la taille des Boston Celtics, Vincent Poirier. Et on vous a demandé sur Twitter si vous pensiez que Vincent Poirier allait s'imposer dans la rotation chez les Celtics. Et vous avez répondu à 30% oui et à 70% non. Alors Simon, est-ce que tu veux donner ton avis là-dessus ? Alors, moi je suis assez étonné quand même que autant de personnes ne le voient pas s'imposer ou re-rentrer dans la rotation et être un joueur installé dans le roster des Celtics. Je suis assez étonné parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a commencé le basket en 2010, il y a moins de 10 ans. Il a commencé à 17 ans le basket, c'est un gars de 93. Déjà en 2016, il faisait une première expérience avec le Magic d'Orlando. Il aurait pu finir avec Evans, ça aurait été dingue. Mais derrière, il revient avec le Valois-Perret. Avec le Valois-Perret, il fait une grosse saison à plus de 11 points par match. Et ça lui ouvre les portes d'un club espagnol, le club de Saski Basquina. Et on sait que la ligue espagnole est quand même une grosse ligue en Europe. Et malgré il s'intègre très rapidement. Il est vite dans le roster. Il gagne des minutes. Donc il fait 2 saisons là-bas. Au cours de ces 2 saisons, il devient meilleur rebondeur avec 8,9 rebonds par match. Il est sélectionné dans la deuxième team de l'Euroleague. Sur 2 saisons, il passe quand même de 18 à plus de 25 minutes de temps de jeu, 60% au shoot. Il passe de 8 à 12 points par match. Cette année, il intègre les Celtics de Boston, hors draft. C'est quand même un gars qui a une progression exceptionnelle.
et qui a toujours su s'adapter. Et pour moi, il va continuer à s'adapter et il peut s'adapter. Et on peut en parler après, mais pour moi, le poste 5 reste quand même accessible chez les Celtics, malgré que ce soit un très gros club. Tu me parles d'Euroleague. Tu m'as parlé d'Euroleague. Tu m'as parlé d'Europe. Combien de fois on a vu des joueurs dominer en Euroleague et puis s'écraser complètement NBA. C'est pas le même jeu, c'est pas le même basket, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes exigences au jour le jour, tous les 2 jours, jouer, voire chaque jour. J'entends ce que tu dis. Pour moi, personnellement, je pense que, sauf blessure des pivots titulaires actuellement, il s'imposera pas cette année, ou en tout cas, il s'imposera pas aux Celtics. On est d'accord sur le fait que ce soit un gros bosseur, qui donne tout ça, mais pour l'instant, on lui donne même pas sa chance. Donc, si on donne pas sa chance, il pourra pas jouer. Alors, je suis d'accord avec toi sur l'écart entre Euroleague et NBA. Après, pour moi, c'est un mec qui peut s'adapter parce qu'il a cette énergie, il a cette capacité de rebond, il a cette capacité de faire du cercle à cercle. Et effectivement, il est sorti du roster, on ne sait pas trop pourquoi. Pour moi, il peut y retourner parce que effectivement, il y a Ernest Canter qui, là, est injouable sur ce poste-là. Mais derrière, Theis, l'autre... Robert Williams. Ils ne sont pas non plus installés dans la ligue, on parle plus de Taco Fall, donc à mon avis il y a quand même des minutes à aller grappiller, il y a de quoi jouer, et on connaît tous les deux Vincent Poirier, et on sait qu'il n'aura pas besoin d'un gros temps de jeu, on sait que même 5 minutes il va être capable de prendre des rebonds, de protéger le cercle, de shooter, de mettre des dunks. Oui, mais tu vois, tu parles de Daniel Theis qui est pas comme Enes Kanter. Sauf que Daniel Theis, c'est le titulaire actuellement. Titulaire Daniel Theis, remplacé par Enes Kanter très vite. En gros, il s'échange les minutes à 2 et les petites minutes à grappiller. C'est Robert Williams qui les a. Et c'est Robert Williams qui les a gagnés. Parce qu'au début de la saison, il y en avait un peu pour Williams, un peu pour Poirier et un tout petit peu, il y a eu une fois pour Taco Fall, histoire de dire il a joué NBA. Mais il les a plus. Il les a perdus ces minutes. Et ça fait des matchs qu'il joue plus du tout. Et en plus de ça, Boston gagne. C'est pas comme si Boston allait mal et qu'il fallait tenter autre chose. Là, Boston gagne. Et tu me parlais aussi du fait qu'il allait avoir des possibilités. Moi, j'ai peur qu'il ait pas de possibilités sur le fait que les Celtics jouent petit. Ils jouent vraiment en small ball avec un Tatum ou un Brown en 4, relié avec des Ojeley ou des Grant Williams, et un seul grand. Et 3, ça suffit. 4 pour un poste, c'est inutile. Ah, je suis d'accord que c'est très compliqué, mais justement, si tu joues small ball, tu peux intégrer Vincent Poirier. C'est un mec qui court quand même, qui, pour moi, par rapport à Theis, c'est pas non plus un immense poste 5, et il y a de quoi grappiller des minutes. Et tu me parlais du fait qu'il gagne. Justement, pour moi, on est quand même dans la conférence Est. Il y a des équipes faibles, encore faibles, comme Atlanta, comme les Knicks, où il peut y avoir des blowouts complets où il y a 30 points de différence dans le troisième quart-temps, et du coup là on peut mettre Kanter, Theis sur le côté et lancer Vincent, et là il va pouvoir montrer, il va pouvoir avoir des minutes, et c'est là aussi qu'il va pouvoir rentrer peut-être dans l'esprit de Brad Stevens et re-rentrer peut-être dans la rotation. Pour moi, il n'y a rien de figé et il aura encore des occasions de prouver. J'espère. En fait, moi, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de blessure pour un Theis ou pour un Robert Williams ou pour un Kanter, Brad Stevens, il va tourner avec ses 3 pivots, Theis, Kanter, Williams. Quand le match il va être plié, il va faire rentrer Williams pour dire voilà le petit jeune, va te développer. Et que Poirier, en gros, il est là en cas de blessure, quoi. C'est la couverture pour dire on a un joueur référencé d'Euroleague qui va pouvoir, au cas où, en cas de blessure, nous régler ça. Et j'ai peur que ça le frustre, même si c'est un gros bosseur. Au bout d'un moment, t'es frustré quand on te laisse pas ta chance. Et j'ai peur que ça le frustre. Mais arrivé en playoff, il jouera plus. On parle quand même de quelqu'un qui a de l'expérience en Euroleague, de l'expérience en équipe de France, qui a de l'expérience des grandes compétitions, des matchs à coup près. Et du coup, par rapport à d'autres joueurs comme un peu comme Theis, mais comme le rookie, comme Taco Fall, et ben là il peut apporter son expérience, il peut apporter
sa gestion des moments forts et peut-être qu'il peut apporter pendant cette période-là également, puisqu'il va faire partie des rares Français à jouer les playoffs. Moi, je pense qu'il peut apporter. Le problème, et tu le sais bien, c'est qu'en playoff, on réduit à fond les rotations, et que si le mec a déjà pas joué en saison régulière, il jouera pas en playoff. Après, la saison elle est longue, on sait qu'il y aura peut-être aussi des mises au repos pour Daniel Tays, Canter, Williams, et c'est à ce moment-là où il aura des minutes, et pendant ces mises au repos, il va falloir qu'il cartonne, mais qu'il se montre, qu'il soit pas timoré, il va falloir qu'il soit en défense fort, vocal, puissant, voilà. Il sait le faire, on le sait, mais il va falloir qu'il le montre pendant ces moments-là, je pense. Sinon, c'est mort. Moi, en tout cas, je reste confiant sur ce joueur. Je pense que c'est un débat intéressant. On le refera, je pense, au cours de la saison, peut-être autour de Noël. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. On sait qu'on a vu Celtics France qui, sur Twitter, nous a fait un commentaire assez intéressant par rapport peut-être aussi au retour de Taco Fall dans le roster. Donc, on va voir. Toi, tu voulais nous parler de quoi cette semaine ? Écoute, une chronique qui aura un seul titre, et elle s'appelle Mea Culpa. Mea Culpa pour Evan Fournier. Si on replonge quelques semaines auparavant, il y a 2-3 semaines, on a tourné une petite vidéo avec un petit débat sur Evan Fournier, où je faisais partie des gens qui pensaient que Evan ne faisait pas un très bon début de saison, car il n'emmenait pas son équipe. Et depuis ce débat, coïncidence ou pas, je ne sais pas, Evan Fournier est monstrueux. Evan Fournier est gigantesque, fabuleux, et il a montré qu'il pouvait prendre son équipe et step up, en tout cas au niveau offensif, la prendre et dire « Ok, on a des problèmes en attaque, c'est moi qui vais les régler ». J'ai pris les petites stats pour vous montrer sur les 11 premiers matchs. Donc quand on a tourné notre vidéo, il prenait 11,8 shoots par match, ce qui est pas beaucoup pour un leader offensif d'une équipe. Et le bilan, il était de 4 wins pour 7 défaites. Depuis, ils ont joué 10 matchs et en moyenne, il prend 17 shoots par match. 17 shoots. Donc déjà, quand tu prends 5 shoots de plus et qu'il tourne à des pourcentages vraiment bons, bah forcément, tu mets beaucoup plus de points. Et surtout, sur ces 10 matchs, il y a 6 wins pour 4 défaites. Donc, il a décidé de prendre l'équipe en main et il gagne. Et en plus de ça, sur les 7 derniers matchs, Vucevic ne jouait pas. Donc, sans le plus gros leader de l'équipe, il arrive à mener l'équipe, à être percutant. Il a fait une fois 31 points, une fois 32, une fois 30 points. Donc, il a fait 3 matchs à plus de 30 points. Et avec des pourcentages monstrueux, hein. Il est à 50% au shoot, il est à 50% à 3 points. Enfin, vraiment, il est sur ces 10 derniers matchs, il est partout offensivement et il est très bon. Si on remet ça sur sa saison, au niveau des stats, il a 19,2 points, 3 rebonds, 3,3 assists, à 47% au shoot, donc 42 à 3 points. C'est une très bonne saison statistique pour lui, il est supérieur en points à ce qu'il fait d'habitude, tout en pensant qu'il en mettait moins en début de saison. Donc on peut imaginer que les moyennes vont encore grimper. Et j'ai voulu prendre le PER, c'est une stat que j'aime bien, qui est la Player Efficiency, qui permet de voir un peu si le joueur est efficient. Donc s'il met beaucoup de points, mais qu'il en fait prendre beaucoup à son équipe, le PER il est moins élevé. Et là-dessus, Fournier, il est à 19. Il a 19 de PER, ce qui est un bon PER, pas un très bon, c'est pas un PER élite, mais c'est un bon PER. Et pour comparer, vu qu'on avait le petit débat en début de saison sur Evan va-t-il pouvoir être All-Star ou non, j'ai comparé à des gens qui sont considérés All-Star ou qui l'ont été. Quelqu'un comme Ben Simmons, il est à 17,5 de PER. Quelqu'un comme Middleton, il a 19,1 de PER. Quelqu'un comme Jason Tatum, il a 17,1 de PER. Donc on voit qu'il est au-dessus ou à égalité avec des joueurs comme ça, des joueurs qui sont référencés dans la ligue, même si pour la plupart c'est des jeunes joueurs, mais Evan aussi est jeune. Et donc, je suis très content, très heureux de m'être trompé sur son... Alors, je ne pense pas m'être trompé sur son début de saison, mais en tout cas, qu'il ait redressé la barre et qu'il ait fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire d'être le leader offensif de cette équipe. Et j'espère qu'une chose, c'est que malgré le retour de Vucevic, il reste comme ça. Parce que grâce à ça, ils sont bien calés dans la course au play-off, ils sont bien remontés, et on espère que ça.
Et moi, je vais te poser une question. Si ça continue comme ça, All-Star ou pas All-Star, notre petit Evan? Moi, j'aimerais le voir All-Star. Je Mhm. pense qu'il a les stats, en tout cas, il a le potentiel pour être All-Star. Et tu l'as vu, franchement, les stats le montrent, Mhm. notamment tes stats avancées. Mais après, on sait aussi que Vucevic l'a été l'année dernière. Il avait fait pas mal de stats avant de s'absenter. Elle était en 20-10. Euh, Hein. là, il va revenir, il va à nouveau faire des stats. Evan va peut-être aussi rééquilibrer pour le fournir et le mettre en forme. Et on sait aussi que ça reste un joueur français, un joueur non américain, et que parfois ça peut jouer dans les décisions, parce qu'il n'y a pas que les stats qui comptent, il y a aussi la hype, et je pense qu'il y a peut-être d'autres joueurs aussi sur ce poste qui peuvent prétendre à un poste de All-Star. Donc ça va être compliqué, mais j'aimerais le voir, et pour moi, oui, il le mérite. Ouais, après, moi, je pense qu'au niveau des votes, il aura clairement pas beaucoup de votes, hein, Evan. Hein. Au niveau des guards, t'as des Kyrie Irving, t'as des Ben Simmons, C'est le problème. t'as vraiment des. À l'Est, t'as des Trae Young qui ont une grosse Il y a hype. Kemba Walker, Kemba Walker, il y ouais. a, il y a le triangle, même s'il n'a pas les résultats, il a quand même une hype Mm. énorme et des stats très importantes. Kylori, Ça hein, va il va en être, avoir aussi. Hein, ça va être compliqué. s'il Kylori, revient parce bien de que blessure. vu le poste des Raptors, forcément il y aura deux joueurs des Mm. Raptors, donc il n'y aura pas que Siakam, donc potentiellement Laurie. Mm. Ça va être compliqué, mais franchement il le mériterait cette saison, en tout cas avec ce qu'il prouve en ce moment, il le mériterait. Mais il y a pas énormément de différence par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est juste qu'il est plus en phase avec son shoot qu'il pouvait l'être les autres Ah bah, saisons, il a une super et réussite. ça change tout en fait. Il a une super réussite. Et puis surtout, il reprend des shoots. Parce que en début de Un saison, peu plus. il prenait moins de shoots par rapport aux autres années. Ce qui n'était pas logique. Ouais, mais je pense que c'est un mec qui force moins que d'autres joueurs dont on va pas citer. Mais c'est-à-dire s'il est en phase avec son shoot, bah, il en prend. S'il est pas en phase, et bah, il va faire autre chose parce que c'est un mec qui est complet, qui peut proposer d'autres choses sur un terrain et qui peut proposer de défendre, de faire des passes, de mettre du rythme. Donc forcément, il va pas forcer. Il va toujours penser au bien de l'équipe et à gagner pour que le Orlando soit le mieux positionné avant d'attaquer les playoffs. Écoute, on lui souhaite que ça, de jouer les playoffs, de jouer une place au All-Star Game et de continuer sur sa lancée parce que pour l'instant c'est super. Et donc bravo Evan. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour cette chronique. C'était super intéressant. Faites-nous un retour pour savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Est-ce qu'on continue là-dedans? Est-ce qu'on continue avec ces petites chroniques et ce débat au milieu? Est-ce qu'on reprend d'autres on va tenter, je pense, d'autres formats aussi. On va avoir d'autres invités qui vont revenir. Absolument. Donc restez connectés et puis bonne semaine et bien sûr restez clutch. Salut les Frenchies.